Chers parents, ne culpabilisez pas parce que vous êtes les meilleurs du monde. Votre patience est mise à rude épreuve. Cette impression que vous avez tout raté, le stress d'apporter le meilleur pour vous faire envoyer balader, vous sentir dépassé, ringard, jugé, au moindre conseil, à la petite phrase anodine vécue comme une injonction. On dit que vous êtes gênant si par malheur vous osez chantonner dans la voiture ou si vous portez un pull un peu coloré. En bref, on frôle la dictature. Pendant ce temps, en terre adolescente, on vit sa meilleure vie. Bien sûr, la réalité est tout autre. Cette période est instable, à durée variable, plus ou moins bien vécue, amorcée, appréhendée. C'est aussi malgré les apparences trompeuses une effrayante période de solitude, coincée entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, entre soif d'indépendance et peur de se planter, de décevoir, de se décevoir, de se plaire, mais très souvent de se déplaire. Je vous propose de partir en terre inconnue, au pays des adolescents. Je m'appelle Marilyn, j'ai 47 ans, j'ai une fille Julia qui a 23 ans. J'ai fait mon pèlerinage en terre adolescente lorsque j'ai pris un poste de vie scolaire au sein d'une grande structure de 1200 élèves de la 6e à la 3e. Très vite, je me suis sentie à l'aise dans ce vivier de jeunes. Durant 7 ans, je les ai aidés, aimés, confrontés, grondés, consolés, boostés, orientés, accompagnés et même parfois raccompagnés. J'ai été leur porte-parole auprès des adultes et le décodeur de pas mal de situations. Avec eux, j'ai découvert que la pédagogie ne fait pas tout, loin de là, qu'on peut être brillant et ne pas dépasser les 5 de moyenne, qu'on peut tout avoir appris par cœur et se saboter pour un mauvais regard dans les couloirs, qu'on peut s'échapper du collège pour un t-shirt taché à la cantine et craindre les moqueries de l'après-midi, ou encore que les critères de séduction ont vraiment bien changé. Que souvent, ils sont seuls à la maison quand ils se lèvent et même lorsqu'ils se couchent. Qu'un simple « ça va » peut éclairer une journée et que ce même « ça va » risque de déclencher une guerre. Qu'ils rient quand ils ont envie de pleurer et s'insultent pour exprimer leur gratitude. Dans ce laboratoire d'expertise improvisé, j'ai vécu des drames et des merveilles. J'ai tellement ri, d'eux et avec eux. Mais je me suis essentiellement formée à eux. J'ai appris leurs codes, leurs paradoxes et leur fonctionnement. Je n'ai pas essayé de coloniser leur territoire, mais plutôt de me fondre dans leur paysage pour mieux les appréhender et les guider. Ces humains en devenir, pleins d'espoir et de doutes, à la fois méfiants et si candides, bien jeunes et souvent déçus de tout, des adultes en général, trop exigeants et beaucoup trop injustes envers eux. Ces jeunes ont une forme de génie, croyez-moi, parfois de génie maléfique, toute une intelligence mise au service du mal, comme je leur répète souvent. Des stratagèmes, des petits mythos, des mensonges plus gros qu'eux, des mauvais coups et de très bons coups parfois, une solidarité sans faille ou un écart de loyauté, des rumeurs, des ragots, ou encore mettre 30 minutes à écrire des antisèches au lieu d'apprendre sa leçon et bien sûr se faire attraper, bref, un quotidien trépidant. Toujours pas rassasié de ces monstres gentils, j'ai poursuivi mes expériences en me focalisant plutôt sur la rupture scolaire, la phobie, les troubles de l'apprentissage, les enfants précoces et l'hypersensibilité. À savoir que tout ce qui fonctionne avec les enfants atypiques marche avec les autres, c'est plutôt le contraire qui coince. J'ai ainsi passé 3 ans au sein de l'association Zebra, qui est la seule structure en France à accueillir des enfants précoces en rupture avec la scolarité, où nous avons, en plus des activités proposées, créé une scolarité adaptée comme une forme de convalescence pédagogique. Par la suite, j'ai fondé mes propres structures qui s'appellent Partage, Cadre, Bienveillance, où nous accueillons des profils de jeunes particuliers qui ne sont pas adaptés à l'école classique, mais ne vont pas particulièrement mal, ou dont les plannings sportifs ou artistiques sont incompatibles avec l'institution. Enfin, depuis 8 ans, avec mon associé, qui est un homme, nous avons créé un cabinet de guidance parentale où, en regard croisé, mixte sur des thérapies brèves de 4 séances, nous accompagnons des familles à retrouver un peu de sérénité quand c'est le chaos. Ainsi, forte de mon expérience, je vous propose à travers des situations anodines du quotidien de décrypter ce qui se cache derrière la réflexion adolescente, car, et je le concède ici, ce n'est pas toujours évident à croire, mais ces jeunes réfléchissent, et même assez rapidement, pour mener leur petit monde en bateau. Les jeunes et les conduites à risque, épisode 2. Si je vous racontais qu'un de mes élèves de 16 ans, qui vit à Montréal, passe tous ses samedis après-midi plaqué contre les parois du métro en attendant que les trains arrivent, et ainsi vivre son meilleur moment d'adrénaline, comme il me le raconte. Vous n'allez pas me croire. Et pourtant, c'est vrai. Est-ce qu'il veut mettre fin à ses jours tous les week-ends ? Pas du tout. Il veut juste avoir des sensations, me répond-il. Dans un autre style,
une de mes élèves se fait chaque jour une queue de cheval tellement serrée et plaque ses cheveux sur son crâne tellement fort qu'elle en a mal à la tête toute la journée. Quand je lui demande pour quelle raison elle s'inflige cette souffrance, elle me dit très simplement « Comme ça, je me rappelle qu'il faut que je sois sérieuse. » Allez comprendre. Un autre jeune que nous rencontrons s'empêche de respirer le soir lorsqu'il est dans sa chambre. Il coupe sa respiration jusqu'à presque s'évanouir et ressentir les effets du malaise. Il répète cette technique plusieurs fois dans la semaine, dans le but, me raconte-t-il, de s'évader quelques instants. Pour terminer sur les anecdotes réjouissantes, je vous dirai qu'une jeune de 16 ans que nous rencontrons surfe tous les soirs sur des sites de rencontres pour adultes et attend que des hommes mûrs la contactent et lui demandent d'envoyer des photos d'elle dénudée. Et cette jeune fille de s'exécuter. Sans jamais envoyer son visage, me précise-t-elle. À la question « Mais pourquoi tu fais ça ?» Sa réponse c'est « Comme ça, je sais qu'on me trouve belle. Mais je dis que j'ai 18 ans, hein ?» Comme si cette dernière remarque allait me rassurer. Vous avez pu remarquer que le point commun de ces récits réside dans leur fréquence, leur régularité, leur récurrence, presque comme une ritualisation du risque. Et ainsi, une conduite devient à risque lorsqu'elle se répète dans le temps et augmente en intensité. Ça, nous le verrons plus tard. Si le terme d'expérience revêt un caractère temporaire, éphémère, la conduite à risque chez l'adolescent entre dans son quotidien, ses habitudes. Et c'est là qu'il y a lieu de s'interroger. Vous me direz que les adultes aussi peuvent se retrouver dans cette spirale, à l'inverse que nous sommes capables de connaître la notion de danger pour s'arrêter. Ce qui n'est pas évident du tout chez les jeunes, puisqu'ils sont en plein apprentissage et de la notion de danger et de la notion de limite. Cependant, ils adorent tout particulièrement la franchir, cette limite. Au sens de la psychologie adolescente, la conduite à risque fait référence à des comportements divers entraînant une mise en danger de soi. Ces comportements peuvent avoir des effets délétères sur le jeune lui-même ou sur autrui. L'idée de ce podcast n'est pas de dresser la liste des conduites à risque chez les jeunes qui sont connues depuis toujours et sont finalement assez similaires aujourd'hui. En revanche, un élément de taille qu'on ne peut plus désormais ignorer, appelé Internet, a fait son apparition et a changé totalement la donne concernant ces comportements. Internet et les réseaux sociaux ne sont pas une conduite à risque dans leur définition, mais plutôt dans leur capacité à proposer, montrer, véhiculer, encourager, imposer des conduites dangereuses. C'est un vecteur de prolifération de contenus dont les jeunes sont devenus addicts, laissant les parents toujours plus démunis, car tenus encore à l'écart de leurs enfants, avec l'écran comme rempart désormais. En effet, les jeunes soutenus par leurs pairs via leur communauté virtuelle se sentent tout-puissants et hors de tout danger, car comme ils prennent plaisir à nous le rabâcher, mais enfin tout le monde fait ça, pensant nous apporter l'argument implacable, et nous, de ne plus nous inquiéter. Lorsque nous discutons du comportement limite avec nos jeunes, et que nous leur expliquons de notre point de vue d'adultes et aussi de parents les conséquences multiples, tant physiques que psychologiques ou sociales ou même financières ou encore pénales, il y a une légère prise de conscience, se soldant par un « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça !» Et oui les amis, c'est bien ici tout le problème, vous ne voyez pas grand-chose en termes de danger. Un auteur a dit « La jeunesse est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la santé, c'est la folie de la raison. » À juste titre, ivresse, fièvre, folie sont le combo gagnant en termes de danger et par ricochet de conduite à risque. Nous les adultes sommes très inquiets pour nos jeunes, mais il est quand même important de distinguer un comportement digne de l'adolescence de celui d'une conduite dangereuse. Ainsi, s'habiller en noir, avoir un vocabulaire se résumant à 25 mots, écouter la musique à tue-tête, vous détester, ne pas se laver, dormir 15 heures, avoir la flemme de tout, passer du rire aux larmes, tirer sur un joint en soirée, boire une bière, vouloir être partout sauf à la maison, vous dire en permanence que vous ne comprenez rien, tester le cadre à l'infini, vouloir se faire tatouer, percer, se colorer les cheveux en bleu, vous provoquer sur des sujets sensibles, ne rien faire à l'école, raconter des bobards, s'inventer une vie, c'est être tout simplement ado, et pas plus. Et d'ailleurs, chers parents, laissez-les plutôt vivre ces instants-là, car c'est une des idées pour garder le lien avec vos jeunes ou le recréer s'il est un peu distendu. Moquez-vous gentiment de leurs travers et souffrez en silence en attendant le retour au calme et que les cheveux reprennent leur couleur d'origine. Dans la plupart des cas, cela ne va pas plus loin et vous rirez ensemble plus tard de leur look gothique ou de leur passion de 2 semaines pour le cinéma équatorien ou encore du A de anarchie tagué partout dans leur cahier. En revanche, des cailloux risquent de mettre à mal ce mécanisme déjà fragile qu'est l'adolescence. Ces cailloux s'appellent sensibilité, manque de confiance ou encore trouble de l'estime de soi,
qui peuvent devenir des pierres plus ou moins grosses en cas d'hypersensibilité et provoquer des dégâts, notamment par l'adoption de conduites à risque et même leur multiplication. Cette période qu'on balise à peu près entre 12 et 20 ans est une révolution, une mue totale. L'enfance meurt pour laisser place à l'adulte, mais entre les deux, une légère zone de turbulence nommée adolescence, comme une passerelle dans le vide pour relier les deux états. Cette passerelle est semée d'embûches, d'épreuves, de décisions, de choix, de réussites et d'échecs, de joie, de peine. C'est un genre de Mario Kart dont ils ou elles sont le héros. Mais en fonction de leur sensibilité innée et de leur confiance et estime de soi acquise pendant l'enfance et durant cette longue route, ils ou elles n'aborderont pas les choses de la même manière, et certains auront comme un besoin viscéral et inexplicable selon eux de se saboter, de relâcher la pression, de déculpabiliser, de se griser, de se déplaire, de se défoncer, de se battre, de vous décevoir, de fuguer, de voler, de se laisser influencer, de vous faire mal, et surtout de se faire mal à eux-mêmes, pendant une période plus ou moins longue, à un degré d'intensité variable. Ce qui est assez rassurant, c'est leur instinct de survie, qui agit souvent dans des moments de chaos. Les prises de conscience jaillissent dans ces instants-là, lorsqu'ils parfois touchent le fond et demandent de l'aide, ou pour les plus ambitieux, tentent de s'en sortir tout seuls. Le conseil que nous leur donnons, c'est « écoutez-vous ». Quand vous avez un doute, n'y allez pas. Ça fonctionne pour pas mal de comportements dangereux. Souvent, ils appliquent. Mais au cœur de la crise, ils ont parfois du mal à faire machine arrière. Voilà à quoi ressemble la fabrique des conduites à risque, excepté dans des cas de maladie ou troubles sévères avérés dont il n'est pas question ici. Mais alors, pourquoi vous faire du mal symboliquement à vous les parents ? Tout d'abord parce qu'ils vous en veulent de ne pas voir qu'ils vont mal. Mais comment remarquer quelque chose de si bien caché ? Et aussi parce que vous êtes le filet sous la passerelle. Et qu'eux ont bien envie de tester le sans-filet, car ils sont censés grandir, s'affranchir de vous et des adultes en général. Nous voilà revenus au paradoxe de l'adolescence, qui laisse les adultes si décontenancés que l'on pourrait résumer en une phrase « lâche-moi en me retenant ». Tout ceci est accentué par l'anxiété dont sont victimes les jeunes de ces dernières années, encouragés par les réseaux en tout genre. Le livre « Génération anxieuse » de Jonathan Haidt regorge d'études portant sur la santé mentale des jeunes et le sentiment d'anxiété qui les perturbe jusqu'à les paralyser pour certains. Par expérience depuis 15 ans, l'année où mes élèves sont le plus dans la conduite à risque est celle de la terminale. Ils ont trop de choses à enjamber sur la passerelle. Le bac, Parcoursup, devoir choisir sa voie, le permis de conduire, faire un stage, préparer d'éventuels concours pour une école post-bac, la projection de quitter parfois ses amis de toujours, partir de la maison, changer peut-être de ville ou de pays, et une légère pression parentale en cerise sur le gâteau. Eh bien, c'est l'année où ils accumulent les bêtises et se relâchent. À l'inverse de la stratégie d'évitement du podcast précédent, où finalement il y a chez le jeune une illusion de zone de confort, la conduite à risque provoque réellement un sentiment inconfortable chez les ados, où parfois les conséquences peuvent être graves. Souvent, ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux et ne veulent surtout pas dire qu'ils n'ont rien compris. Ils ou elles se trouvent nuls, moches, inintéressants. Leur vie ne leur convient pas. Alors ils vont chercher dans des chimères quelques moments d'adrénaline. Ils vous accusent de tous les maux, mais s'en veulent surtout à eux. En écrivant ce podcast, je n'avais pas envie de dresser un catalogue de l'angoisse, mais plutôt de me faire la porte-parole de ces jeunes en vous partageant leur mode de fonctionnement, qui pour la plupart n'iront pas vraiment sur des terrains glissants. Cependant, le comportement adolescent est difficile à aborder et la plupart du temps, vous ne serez pas mis au courant de leurs écarts, car en plus de toutes leurs compétences, c'est dans l'art de la dissimulation qu'ils excellent. D'autant que désormais, la majorité des conduites à risque leur sont servies sur un plateau, dans leur chambre, via les écrans. De votre côté, chers parents, comme je le disais au début, ne culpabilisez pas, vous faites de votre mieux. Rares sont les cas où vous vous dites « je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même » concernant votre vision de l'éducation. Les ados ont des besoins assez simples, mais épuisants. Sur la durée, surtout quand ça coince vraiment. Ils ont infiniment besoin de votre amour, toujours, partout et en toutes circonstances. Et même quand c'est dur, très dur. Ils ont besoin d'un cadre ferme, bienveillant et cohérent, mais pas intrusif. Ainsi, ils ne craindront pas trop votre regard. Ils ont terriblement besoin de votre soutien et de vos paroles, de votre partage d'expérience, et quand bien même vous seriez tellement saoulant, tellement gênant, n'arrêtez jamais de leur parler. Car les paroles et la communication sont le lien indéfectible entre vous et eux. Et pour terminer,
restez le filet discret sous la passerelle. Quoi qu'ils en disent, ils regardent toujours vers le bas pour savoir si vous êtes bien là. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour le 3e épisode consacré aux jeunes et les réseaux sociaux.